Salut à tous et à toutes, ravi de vous retrouver ce mercredi 10 septembre 2025. Bienvenue dans le grand journal sur Swag Radio, depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Early Torelas, pour présenter ce grand journal. Tout de suite, voici les infos. Nous démarrons à Boston. Les électeurs de Boston ont largement soutenu la maire sortante Michelle Roux lors de l'élection préliminaire de mardi. Pendant ce temps, son principal rival Josh Kraft participera également au scrutin de novembre. D'après ce qu'a déclaré la Société de presse, la victoire de Roux seulement 18 minutes après la fermeture des bureaux de vote, avec 98% des bulletins dépouillés. Roux menait avec 72% des voix, contre 23% pour Kraft. Ce score a largement éclipsé les deux autres candidats à la mairie, Domingos Tarosa et Robert Capucci. Les deux candidats arrivés en tête lors de cette élection préliminaire non partisane accèdent au second tour. Écoutons un extrait. Michelle Roux, la présidente des conseillers municipaux, Ruth Zillugen a pris la parole à la soirée de la victoire du magistrat Michelle Roux. The work of democracy. Raise your hand. I am Ruth Zillugen, at-large city councilor and president of the city council, and boy, is it a beautiful night in Boston tonight. Our mayor has moved on to the general resoundingly with your support. Because this is our city and Boston is not for sale. Our votes cannot be bought. Our city, from Mission Hill to Beacon Hill, from Rosendale to East Boston, represents every one of us, and our mayor represents every one. Because safety is the foundation for everything else. We've created the most affordable housing in a generation and helped more families than ever before become first-time home buyers in the city of Boston. We've expanded to 5,000 free pre-K seats for our 3- and 4-year-olds in Boston, the best possible investment we can make in our future. We're rebuilding more BPS schools now than in the last 40 years combined. We've invested in paid youth summer jobs for more than 10,000 of our students in Boston, with free swim lessons, bike lessons, and access to youth sports citywide too. We've filled more than 27,000 potholes, and 65,000 students and their families have visited. C'était devant une foule en liesse. La mairesse de Boston, Michelle Roux, a prononcé son discours de la victoire, ainsi que la présidente de l'Assemblée des conseillers municipaux à Boston, Ruth Zillugen. Parlons des résultats des élections. Hier soir, Michelle Roux, 60 398 voix. Ça donne 71,84%. Josh Kraft, 21 324 voix. Ça donne 23,07%. Alors, il y a Domingos Tarosa, 409 voix, 2,61%. Robert Capucci, 2074 voix. Ça donne 2,24%. Il y avait beaucoup d'Haïtiens dans les élections pour devenir conseiller municipal à Boston. Nous irons dans ce qu'on appelle le district 5, comment ça a été. C'était une bataille intéressante entre Enrique Pépin et Whitson Pierre. Enrique Pépin a accumulé 8008 voix, et ça donne 63,54%, contre Whitson Pierre à 2054 voix. Ça donne 23,44%. Et puis il y avait Sharon L. Hinton, 1786 voix. Ça donne 12,58%. Nous irons dans l'Assemblée des grands conseillers municipaux. Comment ça a été à Boston? Il y avait beaucoup d'Haïtiens dans cette lutte. Il y a Ruth Zillugen, haïtienne-américaine, 45 600 voix. Ça donne 18,71%. Puis il y a Julia Meia, 42,55 voix, ça donne 17,37%. Erin J. Murphy, 38 981 votes, ça donne 16,03%. Et puis il y a Henry Santana,
30 610 votes, ça donne 12,61%. Puis Frank Baker, Kate Baker, 26 240 votes, 10,79%. Alexandra I. Valdez, 18 930 voix, 7,79%, pardon. Il y a Marvin D. Matelier, 13 826 voix, 5,69%. Puis il y a Will Onoa, 11 216 voix, 4,61%. Puis Yves Marie-Jean, 7 419 voix, 3,5%. Puis Rachel Nicole Miffman, 7 134 votes, 2,93%. Les élections pour Brockton, c'est pour le mardi 16 septembre 2025. Direction Haïti dans ce grand journal, 7 mois après la première attaque armée qui a secoué la commune de Keskov. La situation reste préoccupante selon le maire de la commune, Massillon-Jean. Plusieurs sections communales se trouvent désormais sous le contrôle effectif de groupes armés. L'élu local alerte sur l'ampleur de cette mémise et plaide pour une réaction rapide des autorités compétentes. Il est urgent que des dispositions soient prises pour renforcer les effectifs de la police et leur fournir les matériels nécessaires afin de reprendre le contrôle du territoire, a déclaré Massillon-Jean. Écoutons Massillon-Jean au micro de la presse. The work of democracy. Je n'ai pas regardé, nous, commune, nous gagnons calme apparent la donne. Calme apparent, spécialement au niveau du centre-ville. Mais actuellement, je parle avec nous, toute section communale, censé en bas menace gang yo. Côté que yo pas suspendre tuer population, yo pas suspendre massacrer yo pas suspendre bouler kay yo pas suspendre racher jardin yo pas suspendre tout voler tête de bétail yo. Et depuis 27 janvier, n'a mené une lutte acharnée contre monsieur gang vivant ensemble ça yo. Et nous porter plainte officiellement, côté que nous demandons justice avec réparation pour moun Keskov, pour paysans yo, en pile paysans qui dans zone Godé, dans zone Boucan, tu es obligé à courir quitter jardin yo, parce que bandits yo a tiré sur yo. Nous profitons de l'occasion pour nous lancer un appel pressant. By le chef du CSPN, by les membres du CPT, pour permettre que yo agissent rapidement pour yo continuer à encourager la police. Les autorités dominicaines ont reconduit hier mardi 9 septembre 2025 environ 282 migrants haïtiens vers la frontière de Belader. Selon les sources locales, parmi les rapatriés, l'un d'eux a dénoncé les mauvais traitements qu'ils auraient subis de la part de policiers dominicains avant son expulsion. Les migrants arrivés dans les autobus sous escorte sécuritaire ont été pris en charge par les autorités haïtiennes ainsi que par certaines organisations locales présentes sur place. La majorité d'entre eux affirment avoir été arrêtés lors de patrouilles migratoires menées dans différentes régions de la République dominicaine. Écoutons un extrait signé Télé Guinée. L'avocat Maître James Dorismar, qui assure la défense de l'ancienne directrice du Service national de gestion des résidus solides, SNGRS, Magali Habitant, a vivement critiqué les autorités
judiciaire qui l'accuse de ne pas prendre les dispositions nécessaires pour garantir la santé de sa cliente. Selon Maître Doris Mar, Madame habitant incarcérée à la direction centrale de la police judiciaire DCPJ, depuis le 21 août dernier a été victime d'un accident vasculaire cérébral, AVC, il nécessite des soins médicaux urgents auxquels elle n'a toujours pas eu accès. Écoutons un extrait, écoutons le Maître Doris Mar au micro des journalistes. Finalement, je me rends compte que, par une question de justice avec la Magali, vrai, c'est une question purement politique. Elle dit que Magali est en prison pour orientation politique. Parce que monsieur a montré ça. Le système a montré que il a calé Magali, il a puni. C'est-à-dire que son monde a torturé. Donc ce n'est pas pour raison droit Magali parler avec gang. Non, non, non. Magali pas en prison pour question ça. Magali est en prison finalement pour une question politique. C'est-à-dire que vous regardez Magali là, il a torturé. Donc Magali son monde qui a torturé là. Parce que automatiquement, ou malade, ou pas qu'à docteur, ou pas qu'à faire examen, à l'heure, c'est torture que ça relève. Le dossier est dans phase critique. Magali habitant malade dans DCPJ, en date du 21 août 2025, moi j'ai son correspondance à juge instructionnel Mandel pour que Magali Kaboué médecin. Après un pile insistance, juge là, finalement le 29 août, il y a une bonne possibilité pour le docteur Étienne Louis Aloé Magali en détention qui est en prison de CPJ. Après le film de Magali, le docteur là, lui a ordonné à ce que Magali a fait une série d'examens après diagnostic. Ça que jusqu'à aujourd'hui, à 9 septembre, Magali toujours pas qu'on a fait examen ça parce que le juge d'instruction par jamais autorisation pour déplacer avec Magali aller dans le centre pour faire examen. Je me rencontre avec des CPJ dit c'est pas lui, c'est le juge là. Le juge là lui-même dit c'est des CPJ pour voir ordre Bali. Bon, vraiment perdu là-dessus. Magali a souffert parce que les grands bol qui paralysé parce que bon gauche il a le penchant bol là-dedans. Et jusqu'à date, Magali pas que jamais fait examen que docteur Étienne lui Mandel. La coordinatrice nationale de l'organisation Cassation Nous Pralé, KNP, Gina Guillet de la Tour, a réaffirmé sa position concernant la gestion de la transition politique en Haïti après le 7 février 2026. Dans sa récente déclaration, Mme Delatour a proposé qu'un juge de la Cour de cassation soit désigné pour prendre les rênes du pays durant cette période sensible. Selon elle, la magistrature suprême représente une institution neutre et légitime, capable d'assurer la stabilité et la continuité de l'État, tout en respectant les principes démocratiques. Écoutons Mme Delatour au micro de la presse. En vertu de tout constat que nous faisons, soit constat d'échec, soit constat de difficulté que moun yo gagné, et moun qui dans la rue, constat insécurité, tout et tout, et le 7 février 2026, ça, c'est tabou la rasa, ça pas de discussion sur lui. Bon, en passant par me dire que nèg yo a goumé là, et puis rejoindre bon pour yon rallon 6 mois, yo dit envie faire élection. Donc ça veut dire nous te gagné plus passé presque 2 ans là passé. C'est quand l'en arrivé pour nous aller et puis c'est qu'on y a là nous te gagné faut faire élection, nous faut faire ceci, faire cela, faire l'autre bord. OK, alors que non accord que yo te signé, il dit pas de prolongation. Yo même yo te mette encore yo te ka monter très sérieux dans ça faire, yo gon bagay ki yo pral faire et yo même yo te écrit et c'est avec ça que tabou la rasa pral fait. Donc ça veut dire l'arriver dans situation comme ça. Côté gen tout constat ça yo, nous même De rechef pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio, Alexa Open Swag Radio. Comme ça, vous pouvez écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Swag TV Magazine tous les dimanches, Channel 882 Comcast, 1045 Comcast dans le North Shore. Regardez-nous à partir de 2h jusqu'à 3h30 tous les dimanches.
Nous irons au Qatar. Six personnes ont été tuées hier mardi dans une frappe israélienne visant le Hamas à Doha, la capitale du Qatar. Les négociateurs du Hamas auraient survécu à l'attaque. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé avoir ordonné les frappes à la suite d'une attaque survenue lundi à Jérusalem. Voici un reportage signé Radio-Canada. L'attaque israélienne visait des hauts dirigeants du Hamas, réunis à Doha pour étudier la proposition américaine de cessez-le-feu à Gaza. Le bureau du premier ministre israélien, qui a supervisé personnellement l'opération, l'a aussitôt revendiqué, assurant qu'Israël avait agi seul et en prenait l'entière responsabilité. Le Qatar a dénoncé une attaque lâche qui visait des édifices résidentiels de la capitale. Les États-Unis ont aussi dénoncé le choix d'attaquer un pays allié dans la région. Bombarder le Qatar ne fera pas avancer la situation, dit la secrétaire de presse américaine, mais l'élimination du Hamas demeure une priorité absolue. L'ONU a condamné une atteinte grave à la souveraineté territoriale du Qatar. Un pays qui, de surcroît, joue un rôle primordial dans les négociations de paix à Gaza, dit Antonio Guterres. Par voie de communiqué, le président iranien a de son côté accusé Israël de vouloir détruire les efforts diplomatiques, en plus de risquer une régionalisation du conflit. Le premier ministre israélien, lui, dit avoir planifié cette attaque pour régler ses comptes avec les meurtriers. Le temps de l'immunité pour ceux qui assassinent notre peuple est révolu, dit-il. Pendant ce temps, en Israël, des proches des otages craignent que cette attaque ne vienne ruiner tous les efforts faits en vue de leur libération. Si cela fait achoper les négociations en cours, dit cette femme, cela va être dévastateur pour les otages et leurs familles. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. La guerre en Ukraine continue. Zelensky condamne la frappe russe brutale qui a tué 21 retraités à Donetsk. De telles frappes de la Russie ne doivent certainement pas rester sans réaction appropriée de la part du monde. La Russie continue de détruire les vies, mais échappe à de nouvelles sanctions sévères, à de nouvelles frappes puissantes. Le monde ne doit pas rester silencieux, a-t-il lancé. Voici un reportage à signer Euronews. Au moins 21 personnes ont été tuées après qu'une bombe russe ait frappé le village ukrainien de Yarova dans la région de Donetsk, à une dizaine de kilomètres du front. Selon Volodymyr Zelensky, cette bombe a tué des retraités qui faisaient la queue pour recevoir leur pension, tandis que 21 autres ont été blessés. Le président ukrainien a condamné la frappe, la qualifiant de brutale et inhumaine, et a exhorté la communauté internationale à renforcer les sanctions à l'encontre de Moscou. À plusieurs centaines de kilomètres au sud-ouest, la ville de Zaporijjia a été frappée par des drones Shahed, faisant plusieurs blessés et incendiant des maisons. Un habitant de la ville, encore sous le choc, décrit la scène. Вчера я вышел, и там горит после взрыва, и дождь пустился. Я в подвал забежал, спрятался. Второй буквально там через 5 минут. 6 числа нас вот тут бомбило, там Сережки дома бомбило, соседа жену убила. Тут тетка Танька в больницу попала, соседка. Le centre de Kherson a également été attaqué dans la nuit de lundi à mardi, provoquant un incendie qui a endommagé les kiosques du marché de la ville. Au total, 84 drones ont été lancés sur l'Ukraine, dont 60 ont été abattus selon les forces armées ukrainiennes. La Corée du Sud organise le retour des ouvriers arrêtés dans une usine Hyundai aux États-Unis. La Corée du Sud a dépêché un avion affrété aux États-Unis pour rapatrier ces ouvriers actuellement en détention. La semaine dernière, les autorités américaines ont arrêté 95 ouvriers, dont environ 300 Sud-Coréens, dans une usine Hyundai située dans l'État de Géorgie. Voici un reportage à signer CGTN. Ici à Séoul, les images de véhicules blindés et d'ouvriers sud-coréens enchaînés ont profondément marqué l'opinion. Des responsables disent être profondément mécontents à la fois de l'ampleur des arrestations liées à l'immigration aux États-Unis et de la décision de diffuser les images de l'opération. Le ministère des Affaires étrangères s'est engagé à protéger ce prix dans la descente de l'usine de véhicules électriques détenue par Hyundai et LG Energy Solutions. Il a organisé un vol charter pour les rapatrier dès cette semaine.
Les autorités insistent sur le fait que l'objectif est de s'assurer que ces employés ne subissent aucun désavantage à long terme en cas de retour aux États-Unis. Une certaine confusion a aussi été observée quant à savoir si les détenus étaient expulsés. En effet, cela pourrait leur interdire l'entrée aux États-Unis pendant une longue période ou s'ils consentaient à partir volontairement. Les responsables consulaires sud-coréens indiquent avoir réalisé des entretiens en face à face avec les quelques 300 citoyens détenus. Ici à Séoul, la réaction du public a été en majorité marquée par le choc et la colère. S'ils séjournaient illégalement sans les papiers adéquats, la procédure classique aurait dû être de les informer d'abord et de les aider à rentrer chez eux de manière appropriée. Mais cette fois, nos compatriotes ont été arrêtés d'une manière choquante et inappropriée. Je pense que cela doit vraiment être résolu par voie diplomatique. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il existe une tendance à regarder notre pays de haut. Les médias ne cessent de dire que les relations vont bien sur le plan diplomatique. Mais quand on regarde simplement un événement comme celui-ci, la réalité paraît bien différente. Les répercussions se font déjà sentir sur les investisseurs sud-coréens les plus importants aux États-Unis. Rien des Motors a demandé à la plupart de ses employés de suspendre leurs déplacements non essentiels aux États-Unis. Quant à LG Energy Solutions, l'entreprise rappelle une partie de son personnel et elle met en pause la construction de l'usine de Géorgie où les arrestations ont eu lieu. Pour l'instant, Séoul suit de près la situation, alors que les ouvriers détenus se préparent à embarquer dans l'avion affrété par le gouvernement pour rentrer au pays. Mais les images d'ouvriers enchaînés pourraient perdurer, jetant une ombre sur l'offensive d'investissement de plusieurs milliards de dollars de la Corée du Sud aux États-Unis. Ici à Séoul. Nous retournerons au Qatar, faisons marche arrière dans ce journal. L'ambassade des États-Unis au Qatar a appelé ses ressortissants dans le pays à rester à l'abri. Nous avons vu des informations faisant état de frappes de missiles à Doha. L'ambassade a ordonné à son personnel de rester dans ses locaux. Il est conseillé aux citoyens américains de rester à l'abri. La correspondante de Mathieu Maba, correspondant de France 24, va faire le point. Écoutons Mathieu Maba au micro de France 24. Mathieu, bonjour. Benjamin Netanyahou a parlé d'une action indépendante d'Israël, dédouanant de ce fait Donald Trump et les États-Unis. Mais d'autres sources évoquent un feu vert de Washington. Qu'en est-il ? Oui, comme le disait à l'instant et fort justement votre invité, il est difficile d'imaginer que Washington n'ait pas donné une sorte de feu vert, au moins implicite, c'est toute la subtilité de la diplomatie, à l'opération israélienne. Et effectivement, selon plusieurs sources concordantes et émanant du Pentagone, de la Maison-Blanche ou encore du département d'État, aujourd'hui, Washington était effectivement informé des intentions israéliennes. Ce qui, avant d'entrer un peu dans les détails, nous fait immédiatement, bien sûr, relier ces frappes sur Doha aux annonces de Donald Trump ce week-end qui enjoignaient le Hamas à reprendre rapidement les négociations. Ce qu'il faut préciser, c'est que les personnalités visées dans la frappe israélienne sont précisément les destinataires de la pression diplomatique exercée par la Maison-Blanche il y a encore moins de 48 heures. Le Financial Times, pour ne citer que lui, affirme d'ailleurs que l'opération a eu lieu alors que le Qatar et les États-Unis et Israël étaient en train de dialoguer et poursuivaient encore leurs discussions sur une trêve. Mais jusqu'à présent, aucun commentaire de haut niveau n'a été réellement rendu public par l'administration américaine. Une réaction concrète, cependant. Effectivement, l'ambassade américaine à Doha a ordonné le confinement immédiat de ces installations et conseillé aux citoyens américains présents sur place au Qatar de rester à l'abri. En toile de fond, évidemment, cette frappe complique considérablement les efforts diplomatiques des États-Unis pour maintenir le Qatar comme médiateur du conflit, et on le comprend. Maintenant, selon le bilan de la frappe, bilan qui ne fait ici pour le moment que l'objet de rumeurs et d'informations contradictoires, les États-Unis et quiconque souhaitait être partie prenante à des négociations pourraient bien tout simplement ne plus avoir personne à qui parler désormais. Nous irons en Ouganda. Les victimes de Joseph Kony ont les yeux rivés sur la CPI, alors que la CPI a ouvert hier mardi, une procédure pour crime de guerre contre le chef rebelle Joseph Kony. En Ouganda, les victimes espèrent que cette première étape débouchera sur un procès pour que justice soit rendue. Voici un reportage signé Africa News.
Alors que la CPI a ouvert mardi une procédure pour crime de guerre contre le chef rebelle Joseph Kony, en Ouganda, les victimes espèrent que cette première étape débouchera sur un procès pour que justice soit rendue. Joseph Kony est accusé de 39 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le chef fugitif de l'armée de résistance du Seigneur a terrorisé le nord de l'Ouganda pendant des décennies. Les victimes directes, les personnes qui ont perdu la vie, celles qui ont perdu des membres, leurs terres et leurs moyens de subsistance sont directement concernées et investies dans cette affaire. Pour elles, il s'agit d'une quête de justice qui leur échappe depuis très longtemps. Elles croient que justice sera peut-être rendue, que Joseph Kony sera peut-être un jour retrouvé. En l'absence du chef rebelle en fuite depuis plus de 20 ans, aucun procès ne pourra avoir lieu, malgré les preuves fournies par les procureurs au cours de la procédure à la CPI. Une situation que regrettent les victimes. Certaines des victimes qui auraient voulu savoir ce qui s'était passé, obtenir justice sont mortes, d'autres ont abandonné. C'est pourquoi j'ai commencé à dire, comme on le dit souvent, que justice différée est justice refusée. Cela aurait dû avoir lieu bien plus tôt. La milice tristement connue pour avoir utilisé des enfants soldats, mutilé des civils et réduit des femmes en esclavage, s'est depuis affaiblie, mais les souvenirs des exactions restent présents dans la mémoire des Ougandais. Tout d'abord, la menace est toujours présente, car nous ne savons pas où il se trouve. Et nous ne pouvons même pas donner le nombre exact de personnes impliquées. Même les membres de la famille, qui sont retournés en Ouganda, ne peuvent pas dire exactement où ils ont communiqué pour la dernière fois, y compris ses propres enfants, qui disent avoir communiqué pour la dernière fois avec Joseph Kony il y a 10 ans. Ainsi, quelqu'un qui se trouvait encore dans la jungle il y a 10 ans peut être aussi dangereux que quelqu'un qui vient de disparaître aujourd'hui. La LRA a commencé ses attaques en Ouganda dans les années 80, lorsque Joseph Kony a tenté de renverser le gouvernement. Après avoir été chassé d'Ouganda, la milice a continué ses attaques au Congo, en République centrafricaine et au Soudan du Sud. C'est la fin de ce grand journal pour ce mercredi 10 septembre 2025. Avant de plier bagages, coup d'œil sur la météo. La journée débute dans la fraîcheur autour de 58 degrés Fahrenheit avec des pluies matinales. À mesure que le matinée avance, le thermomètre monte jusqu'à 65 degrés, 68 degrés Fahrenheit. Vers midi avec un temps majoritairement nuageux et quelques passages de pluie intermittentes. En début d'après-midi, les températures se maintiennent entre 64 degrés Fahrenheit, 66 degrés Fahrenheit. En fin de journée, elles déclinent progressivement pour atteindre environ 62 degrés Fahrenheit, 56 degrés Fahrenheit, entre 7h et 23h, oui, dans un contexte de nuages dispersés. Conseil pour vous, prévoyez une imperméable ou un parapluie. Et les averses étaient annoncées depuis le matin, depuis vers 7h du mat. Vous aurez les averses jusqu'à 11h, ainsi que quelques passages plus isolés dans l'après-midi. Habillez-vous en couche légère, un t-shirt confortable avec un pull, ou une veste légère vous permettront de vous adapter facilement aux variations de température. Pour l'après-midi, une tenue décontractée convient bien, mais gardez une petite veste à portée de main pour les heures plus fraîches. En soirée, avec des températures tombant autour de 60 degrés Fahrenheit, une veste coupe-vent pourra s'avérer utile si vous sortez. C'est tout pour la page météo pour ce mercredi 10 septembre 2025. C'est la fin de ce grand journal sur Swag Radio. Merci de l'avoir suivi pour présenter ce grand journal. Erlich Dorelas, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde, dans les studios de Swag Radio. Swag Radio, Alexa Open Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude, Swag Radio, le son qui swag, Swag TV avec beaucoup de swag. Regardez-nous tous les dimanches à partir de 2h jusqu'à 3h30, Channel 882 Comcast au 1045 dans le North Shore à Boston, dans le Massachusetts. Passez un excellent mercredi. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Bye bye, joyeux mercredi.